Il faut absolument avoir des étoiles dans les yeux au quotidien en voyant ce qu'on fait. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a l'extrême chance, le privilège d'exercer un métier qu'on a choisi. Il n'y a que très peu de gens qui peuvent dire ça. Ensuite, on est avocat, c'est le pilier de toute démocratie. C'est un métier qui inspire les cinéastes, les écrivains. C'est un métier de vocation. C'est un métier qui est reconnu à travers le monde, qui permet de rayonner et de faire 1 million de choses. On peut l'exercer en tant que profession. On peut ensuite l'utiliser pour tout à fait autre chose. On gardera toujours en nous ce super pouvoir qui est qu'on comprend les règles de fonctionnement d'une société. Et rares sont les personnes qui peuvent avoir ce super pouvoir. Et donc pouvoir avoir ça, ça fait que ça donne des présidents, ça donne des dirigeants d'entreprises, ça donne des fonctions extraordinaires. Au quotidien, on a la chance, nous, de l'exercer dans un pays libre. On a la chance de l'exercer dans des conditions extrêmement privilégiées. Et donc, déjà, soyons conscients de ça et donc apprécions-le. Ça fait déjà une bonne partie du projet. Et quand on a commencé à l'apprécier, on comprend mieux pourquoi on est en train de le faire. Et donc, on se dédie pleinement à nos tâches. Évidemment, parfois, c'est dur, mais parce que c'est aussi un honneur que nos clients nous font de nous confier leurs intérêts. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher que vos intérêts ? Et nous, on nous fait l'honneur de nous les confier à nous. Et nos clients nous disent, écoutez, je pense que vous serez mieux placé que moi-même pour défendre mes intérêts. Donc, je ne peux pas voir de plus grand honneur. Donc, avoir ce miracle-là entre les mains, c'est formidable. Bonjour Natacha, très content Bonjour. de vous avoir. On s'était rencontrés il y a 2-3 ans avant Ourama, donc avant que je développe ma boîte, dans le cadre de mon travail chez Anomia, où j'étais passé au bureau, on avait fait une toute petite interview. Et dernièrement, moi ça fait bientôt 60 épisodes que je fais avec des avocats, et j'ai jamais eu de managing partner. Donc tout de suite, quand me suis dit, je cherche de nouvelles thématiques, je cherche de nouveaux types d'invités et des parcours qui sont assez atypiques, eh bien j'ai pensé à vous. J'avais envie de faire un épisode sur le travail de managing partner, mais qui plus est dans un beau cabinet qui est Reed Smith. L'idée, c'est pas de spoiler tout dès l'introduction, c'est de vous laisser vous présenter et de présenter le cabinet. L'idée de cet épisode, pour ceux qui nous écoutent, c'est de découvrir de 1 votre profil, qui est assez exceptionnel, et en plus de ça, découvrir ce que c'est un managing partner, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il apporte, et enfin, pour les collaborateurs qui nous écouteraient, ou des counsels, ou des avocats qui sont intéressés et qui connaissent pas trop le cabinet, d'en découvrir un petit peu plus sur Reed Smith, sur ce que vous mettez en place, sur votre marque en règle générale, et savoir si c'est intéressant soit de bosser avec vous, soit d'essayer de vous rejoindre, ou créer un partenariat, peu importe. Je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter, et j'ai des tas de questions. Très bien, merci beaucoup de votre accueil et merci d'avoir pensé à moi. Je suis honorée que vous ayez pensé à moi. Donc, je m'appelle Natacha Tardif, je suis avocate, je suis associée au cabinet Reed Smith dans le domaine plus spécifiquement du droit européen, de la concurrence et du réglementaire. Je suis également, comme vous le disiez, managing partner du bureau de Paris de Reed Smith. Voilà pour la présentation. Claire, efficace. Alors vous avez travaillé donc Reed Smith, cabinet international, et basé exactement où, est-ce que vous avez un petit historique sur le cabinet ? Oui, bien sûr. Donc Reed Smith, c'est un cabinet en effet, comme vous le disiez, international. C'est exactement comme ça qu'on se définit. Historiquement, le cabinet a été créé il y a environ 150 ans aux États-Unis, dans la ville de Pittsburgh. Génial. Ce qui est relativement atypique pour un cabinet d'affaires international. Et s'est développé ensuite à travers le monde, notamment dans les 30 dernières années en dehors des États-Unis. Et aujourd'hui, on a 33 bureaux répartis sur évidemment le continent américain, mais également en Europe, au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Extrême-Orient. Okay. Donc on a une belle couverture sur tous les continents quasiment. Et le cabinet n'a pas de siège social ou de headquarters. Okay. Donc, on est domicilié pleinement partout où on est parce que c'est ça notre ADN. C'est que le cabinet s'est développé en restant un seul cabinet. Donc, on a une association unique. Tous les associés du cabinet sont associés ensemble dans la même structure. Et partout où on a les mêmes standards d'exigence, d'excellence et de notre offre, qui est une offre full service, parce que notre projet, c'est d'accueillir nos clients partout où ils sont, avec leurs demandes, leurs besoins, leurs attentes,
de la même façon, et donc d'être le home away from home pour nos clients partout où ils sont. Okay. Et donc c'est pour ça qu'on se dit pleinement international et qu'on ne se dit pas être de telle ou telle juridiction. Ok, trop bien. Alors comment vous avez atterri chez Reed Smith? Ça fait combien de temps déjà que vous y êtes? Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de votre parcours avant d'être arrivé, d'avoir atterri là-bas, et même à l'intérieur le parcours chez Reed Smith pour justement devenir un managing partner? Alors, j'ai en effet travaillé dans 2 cabinets précédemment, un cabinet américain, un cabinet anglais. J'ai travaillé à New York, Londres et Paris, ce qui correspond un peu à mon parcours personnel également, puisque j'ai aussi eu une vie personnelle très internationale. Je suis anglaise de naissance. J'ai grandi en vivant en Angleterre, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Belgique, en France. Trop bien. Donc mon parcours professionnel a suivi un peu la même voie que mon parcours personnel et mes clients me ressemblent aussi, sont des clients internationaux qui ont donc des besoins de cette nature et donc la structure qu'offre notre cabinet et qu'offraient en partie aussi les précédents cabinets et celle de répondre aux besoins internationaux des clients. Alors Reed Smith, une histoire toute particulière quand même. J'ai rejoint le cabinet il y a 8 ans avec mon équipe et en réalité, c'était tout de suite la maison. Avant de rejoindre Reed Smith, j'avais interrogé mes clients, mes meilleurs clients, en leur disant voilà, j'ai une short list de cabinets que j'ai établis qui me plaisent. Lequel pensez-vous que je devrais rejoindre? Et mes clients ont sponsorisé Reed Smith. Ouais, donc j'ai rejoint le cabinet déjà avec cette certitude que mes clients s'y sentiraient chez eux. Et pourquoi ils ont choisi? Parce qu'ils bossaient déjà avec eux? Parce que c'est l'image qui dégage le cabinet? Qu'est-ce que c'était? Pour certains, parce qu'ils travaillaient déjà avec le cabinet. Pour d'autres, parce que l'image du cabinet reflétait l'excellence et les besoins qu'ils recherchaient. Parce que le cabinet recouvre en réalité la multidimensionnalité des problématiques de nos clients. 1, par son offre complète, donc de full service. 2, par sa présence à travers le monde. Et 3, par son ADN profond qui consiste à être le partenaire de ses clients. D'ailleurs, on a une tagline qui va peut-être changer, mais qui historiquement est « Driving Progress Through Partnership », qui a un véritable sens pour nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ressent pleinement quand on est chez Reed Smith, c'est que nos clients ne sont pas nos clients en réalité. On n'a pas un rapport de prestataire de service vis-à-vis de nos clients, on est véritablement main dans la main, on les accompagne dans leurs projets. D'ailleurs, nos clients sont des entreprises multinationales très sophistiquées avec de grands départements juridiques très pointus. Donc, ils n'ont pas besoin de nous pour connaître le droit, ils viennent nous voir pour un accompagnement stratégique, pour un leadership de réflexion, d'innovation, pour les mener sur des terrains sur lesquels ils ne seraient pas allés seuls ou auxquels ils n'auraient pas pensé. Donc c'est cette multidimensionnalité-là que nos clients attendent de nous et qu'on trouve chez Reed Smith. Ok, trop bien. Donc de vraiment être business partner. C'est vrai que c'est marrant, j'en parlais avec un avocat en M&A qu'on accompagne sur des sujets qui lui me disait j'ai envie de communiquer sur le fait que finalement on m'appelle jamais pour réaliser un contrat, mais on m'appelle toujours plutôt pour prendre du recul et aller découvrir des chemins sur lesquels la personne ne serait pas allée, ou du moins pour aller critiquer et être un petit peu franc sur certains sujets. Alors je vais pas vous demander qui sont les clients du cabinet, mais est-ce que vous arrivez un petit peu à identifier une typologie de personnes qui justement recherchent, parce que j'ai l'impression que de plus en plus de personnes recherchent des avocats très spécialisés sur des sujets de niche. Comment on arrive à être compétitif lorsqu'on propose du full service sur du coup un paquet de secteurs différents? Quelle typologie de clients vous cherchez à toucher de fait? Ou alors, du moins, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à rester encore au top, alors qu'effectivement on a de plus en plus de petites boutiques qui s'ouvrent sur des sujets très nichés? Alors, pour répondre pas nécessairement dans l'ordre à vos questions, je pense qu'une de nos grandes qualités, c'est qu'on ne se satisfait jamais de là où on est. Donc, quand vous dites rester au top, on ne reste pas au top.
On le devient en permanence. Donc c'est une exigence permanente envers nous-mêmes, c'est un grand exercice d'humilité, c'est un questionnement permanent, mais c'est aussi ce que je disais tout à l'heure sur mon parcours international, qui est reflété dans l'âme du cabinet, c'est aussi cet aspect multiculturel qui nous amène à être innovants. En ayant cet exercice, par exemple pour ma part, cet exercice aux États-Unis, en Angleterre, en France, je suis capable d'avoir un regard multiculturel et donc sous différents angles d'une même problématique. Et donc, pouvoir apporter une solution à laquelle peut-être mon adversaire ne s'attendra pas, parce que lui, il l'aura peut-être vu sous un seul angle, ou peut-être sous d'autres, mais pas les miens. Et donc, souvent, les clients viennent nous voir et nous disent 2 choses. En effet, vous avez eu une approche à laquelle nous ne nous attendions pas et à laquelle la partie adverse ne s'attendait pas. Et en nous disant aussi que notre pugnacité était un des grands marqueurs de notre identité, puisque en réalité, quand on poursuit un projet, on le poursuit jusqu'à ce que nous décidions que nous sommes arrivés là où nous devions aller, et pas parce qu'on nous a dit que c'était terminé, qu'on est arrivé au bout du chemin et que la règle de droit ne nous permettait pas d'aller au-delà, ou que les juridictions ne nous permettaient pas d'aller au-delà, ou que les autorités ne nous permettaient pas d'aller au-delà. Absolument pas. C'est nous qui décidons quand c'est terminé et quand ça va bien dans le sens des intérêts de nos clients. Donc c'est ça notre exercice au quotidien. Et mais du coup, je vais revenir à un peu le poste de managing partner. C'est comment on arrive, parce que c'est magnifiquement bien dit, comment on arrive à faire découler ce mindset, je ne sais pas si on appelle ça un mindset, une manière de travailler, on arrive à le faire influer sur toutes les personnes du cabinet et à l'international. Est-ce que, on va parler des méthodes d'organisation, mais est-ce que c'est d'ailleurs cette manière de penser-là qui a fait que ça a poussé votre arrivée en tant que managing partner? Est-ce que c'est quelque chose qui est énormément partagé au sein du cabinet? C'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai travail de culture, je dis culture d'entreprise, même si on parle de cabinet d'avocats, mais culture d'entreprise. Comment vous arrivez à faire transparaître cette manière de penser tout au long, j'imagine, du stagiaire à l'équipe ressources et à tous les associés du cabinet qui n'ont pas forcément les mêmes manières de penser, j'imagine, quand ils arrivent avec leur bagage? Alors, plusieurs choses. Vous disiez votre parcours de managing partner, qu'est-ce qui a fait que vous avez occupé cette position. Je pense que la première chose, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on devient avocat chez Reed Smith? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à devenir avocat chez Reed Smith? En fait, Reed Smith est véritablement un cabinet entrepreneurial. Donc l'idée, c'est qu'on n'arrive pas pour s'asseoir et dire « je suis un sachant » et maintenant, on va me confier des dossiers que je vais bien traiter, c'est d'arriver à te dire, je suis le meilleur et je vais faire en sorte d'être en permanence le meilleur parce que je vais tout donner pour sans arrêt me renouveler. Et pour ce faire, je vais travailler, je vais chercher de nouvelles idées, je vais aller de l'avant et le cabinet vous dira, parfait, vous avez l'esprit d'initiative, vous êtes entrepreneur, c'est ce dont j'ai besoin, je vais vous donner des ailes et je vais décupler la force que vous aviez. Et donc, la beauté du cabinet, c'est qu'on arrive en ayant une énergie, c'est ça qui fait qu'on vient chez Reed Smith, c'est qu'on a une énergie qu'on a envie de déployer et le cabinet vous permet de la déployer à 1000%. Et donc, c'est une rencontre extraordinaire quand on arrive. Et ensuite, quand on fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On bâtit du droit. Donc, c'est extrêmement intéressant, c'est même passionnant. Et puis, on bâtit aussi une entreprise, comme vous le disiez tout à l'heure, l'esprit d'entreprise. On bâtit aussi une entreprise de notre cabinet d'avocats. Et cette entreprise-là, quand on y est impliqué pleinement, quand on est déterminé à vouloir participer à bâtir cette entreprise, eh bien le cabinet le reconnaît. Et c'est comme ça, en effet, que peut-être on m'a fait l'honneur de me proposer d'être managing partner, comme on m'avait aussi proposé de siéger au board mondial du cabinet, parce que j'avais le souhait d'être impliquée dans le fait de bâtir mon cabinet et pas seulement d'être un acteur de la vie du cabinet, mais d'être un acteur qui est aussi un fondateur de la vie du cabinet. Ok, trop bien. Mais alors, je mets les pieds dans le plat, mais l'énergie, ça signifie quoi? C'est l'avoir l'esprit bien fait, où on arrive à mettre son énergie au bon endroit. Comment quelqu'un parce que aujourd'hui, j'imagine que ça bosse beaucoup et qu'il faut bosser beaucoup.
Comment ça se caractérise au sein des collaborateurs aujourd'hui, ce volet énergie? Qui reste le plus longtemps, ou c'est justement il pense bien les choses, il amène des choses intéressantes, il arrive à générer du business parce que dans sa manière de traiter le dossier, il arrive à trouver de nouvelles problématiques. Comment ça se manifeste? Même si je trouve que c'est génial, ça veut dire que c'est dans la manière dont vous amenez les choses, c'est dire Ritz-Me, c'est un tremplin, et aux audacieux de sauter dessus et de prendre la place pour essayer de grandir avec tous les autres et pousser, ce qui est, je trouve génial quand on est avocat, de dire je peux vivre mon aspect un petit peu indépendant, profession libérale à 100%. Mais comment ça se caractérise finalement? Alors en effet, vous disiez comment on infuse cet esprit. Je crois que en fait l'énergie d'abord se transmet. Donc quand on est dans une ambiance d'émulation permanente, nécessairement on est stimulé et on a envie d'être impliqué. Ensuite, le cabinet croit beaucoup, et je personnellement crois beaucoup dans l'implication de chacun. Donc pour nous, il n'y a pas de rôle préétabli. Je ne suis pas avocat junior, je ne suis pas stagiaire, je ne suis pas salarié. Je suis un membre du cabinet et j'ai le droit d'avoir des idées et j'ai le droit d'avoir des initiatives. Et dès lors que j'en ai, eh bien, le cabinet va m'encourager à les utiliser, à les mettre en œuvre, à les déployer et va me soutenir dans cette démarche-là. Et puis, au sein du cabinet et au sein du bureau de Paris, l'infusion, comme vous disiez, tient aussi au fait d'être attentif aux autres. Je pense que le rôle de managing partner, c'est aussi ça, c'est d'être attentif aux besoins, aux attentes, aux envies, aux énergies de chacun, donc d'être beaucoup à l'écoute, parce qu'en réalité, un managing partner seul ne sert absolument à rien. Il ne sert que parce qu'il est dans un groupe, que parce que la collectivité va créer quelque chose qui va dépasser l'addition de ses membres. Et donc, pour pouvoir arriver à cette alchimie-là, c'est savoir écouter, mais pas seulement, entendre, agir, créer du lien, et tout ça de nouveau sans arrêt. Il faut jamais s'arrêter. Et tout ça, on le fait parce que les gens auront envie aussi de participer à cet exercice parce qu'ils seront épanouis. Le projet, il est commun, il se nourrit mutuellement. Les gens ne viennent pas pour apporter leur force et qu'on la prenne et qu'on en fasse quelque chose. Les gens viennent apporter leur force, le cabinet leur apporte sa force et mutuellement, on se nourrit et on génère un épanouissement professionnel, un épanouissement personnel. On fait en sorte d'accompagner nos avocats dans les moments forts de leur vie. Par exemple, on a des programmes qui permettent aux personnes qui ont été absents, soit pour raison de maladie, soit pour raison de parentalité, de revenir de façon progressive. On a des programmes qui accompagnent les jeunes parents ou les jeunes futurs parents dans leur quête de parentalité, et donc qui les soutiennent financièrement. On a des programmes qui viennent mentorer les avocats pour savoir puiser en eux les qualités cachées qu'ils ont et savoir les déployer au service de leur profession. Et d'eux-mêmes. Mentorat extérieur ou des personnes justement non, c'est des les deux, okay. Les deux, mentorat extérieur, mentorat intérieur, et donc le coaching, le mentorat, l'écoute, le bien-être et l'épanouissement. Et l'épanouissement, il n'est pas on peut pas le limiter à une sphère. Quand on s'épanouit professionnellement, on s'épanouit personnellement et vice versa. Et c'est pour ça qu'on a aussi des programmes qui tiennent compte de l'ensemble de la vie de nos avocats et de nos salariés. Trop bien. Magnifique. Et donc, on va repartir sur quelque chose de plus concret. C'est du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est quand est-ce que, selon vous, un cabinet mérite justement d'avoir un managing partner? Est-ce que le fondateur d'un cabinet prend souvent le pli pendant longtemps et puis finalement, au bout d'un moment, il laisse la place soit à quelqu'un qui est meilleur, soit il a envie de se concentrer sur d'autres choses? Qu'est-ce que ça implique en fait d'être managing partner? Et à quelle taille de cabinet ça semble être utile d'avoir quelqu'un qui vient structurer un petit peu la vie du cabinet? Ou à moins que ce ne soit pas d'ailleurs exactement ça. Donc ça va être intéressant de savoir exactement comment vous définissez le managing partner aujourd'hui.
Je pense qu'il n'y a pas de définition préétablie du managing partner. C'est très dépendant de la personnalité de chacun. Globalement, c'est quand même celui qui va amener la cohérence, la cohésion, et qui va créer d'une équipe de personnes indépendantes, parce que intrinsèquement et profondément, l'avocat est indépendant, et heureusement, d'une équipe de personnes indépendantes, brillantes, qui vont vite, qui vont loin, d'en faire un tout qui fonctionne bien, un tout qui se coordonne, un tout qui se complète et qui crée des synergies. Et donc c'est cette alchimie-là qui est très complexe et qu'on cherche en permanence, qui à mon sens fait le cœur du rôle de managing partner. Et pour répondre à votre question sur à quel moment est-ce qu'on a besoin d'un managing partner, je pense qu'on a toujours besoin d'un managing partner. Je pense que même à 2 associés, c'est intéressant d'avoir une personne qui réfléchit à comment on rend notre action cohérente et comment on fait en sorte que ça soit toujours complémentaire et qu'on ne parte pas dans des sens opposés, alors même que les 2 sens peuvent être intéressants, mais si on est ensemble, c'est pour créer quelque chose qui fasse de la valeur supérieure, de la valeur ajoutée par le fait d'être ensemble. Et si on va dans l'hyper concret, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui justement va rentrer dans cette dynamique-là? Est-ce que j'audite mon cabinet, je prends du recul sur ce qui se passe aujourd'hui, je vois les faiblesses, les forces du cabinet, je vois je mets en place un plan d'action. D'ailleurs, est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y a un temps donné au poste de managing partner chez Ritt Smith, mais alors peut-être que dans certains cabinets, ça peut être un peu désigné comme ça, on considère que c'est toi et tant que ça se passe bien, tu restes. Mais est-ce qu'il y a quand même une recette un petit peu, du moins une méthodologie qui d'expérience fonctionne bien, ou chacun se démerde en fonction de son cabinet, quoi? Je pense que les méthodologies sont différentes selon les cabinets. Je pense qu'il est évident que ce que vous disiez est vrai, à savoir que il faut bien entendu prendre du recul, il faut bien entendu se demander ce qu'on fait bien, ce qu'on pourrait faire mieux, les axes sur lesquels on a envie de se développer. Bien entendu, ça fait partie du rôle. Avoir une stratégie, savoir inscrire cette stratégie dans la stratégie globale du cabinet. Et donc, une partie aussi du rôle du managing partner dans un cabinet international comme le nôtre consiste aussi à être en échange permanent avec les autres managing partners des autres bureaux, avec le senior management du cabinet dans son ensemble, pour s'assurer qu'on avance tous dans le même sens, qu'on a toute la force dont je vous parlais, toute la puissance de la structure derrière nous pour déployer nos actions. Et donc, cet aspect-là aussi rend les choses extrêmement intéressantes. Je vous parlais de multidimensionnalité tout à l'heure au service de nos clients, mais c'est aussi la multidimensionnalité, la multiculturalité au service de notre cabinet, oui. Ouais. Et finalement, ça se concrétise comment? Comment on arrive à parce que j'ai un peu la vision de le managing partner, on va le nommer, et il va y avoir une espèce de ok, on va créer des groupes de réunion en fonction des différentes problématiques. J'imagine BD, recrutement, communication globale. Alors j'imagine que chez Ritt Smith, il y a quand même des personnes ressources pour chacun de ces postes. Mais est-ce que c'est le managing partner qui donne le rythme, ou il y a quand même, j'imagine, un conseil, le board en l'occurrence ici mondial, qui donne une dynamique qu'il faut derrière infuser sur la France ici? Comment ça s'articule? Il y a une combinaison des deux. En effet, le board va déterminer la stratégie globale qui est mise en œuvre par le senior management, et ensuite dans les bureaux, on va en plus de cela évidemment avoir nos initiatives par juridiction, qui vont nous paraître pertinentes pour nos juridictions, qui vont rester cohérentes avec la stratégie globale, mais qui vont nous permettre aussi de nous adapter aux besoins de notre marché, aux attentes de notre marché, aux attentes de nos clients. Donc c'est un exercice permanent d'être sûr qu'on connaît bien quand même la stratégie globale, mais aussi d'avoir une réflexion et un déploiement qui est aussi celui de son marché. Ok. Et comment, en tant qu'associé de cabinet, où on doit développer sa clientèle, gérer son équipe, gérer du coup toutes les nouvelles prérogatives qu'on a, on arrive à garder le cap sur la clientèle, parce que ça reste une belle partie de pourquoi on est là,
et sans en plus de ça créer une espèce de réunionite au sein du cabinet, parce que j'imagine qu'il y en a, ça peut être comme ça qui lance une dynamique. Ok, on va faire des réunions de tous les côtés, et en fait il faut suivre les réunions, il faut jalonner, enfin comment on s'organise, est-ce qu'on dort globalement? Alors, on dort pas beaucoup, mais mais on prend du plaisir. C'est un peu ma nature, donc ça va. Ça faisait partie de moi avant d'embrasser la fonction. Et par ailleurs, oui, on jongle en permanence, c'est vrai. Vous avez raison de le rappeler. L'exercice de la profession est pour moi quelque chose de très important. Donc, je continue d'exercer pleinement ma profession d'avocat. Je continue d'être au contact permanent de mes clients, de leurs besoins, de les soutenir au plus près et de suivre leurs projets. Et voilà, donc ça, c'est un pan extrêmement important. Mais oui, en fait, mais c'est ça qui est riche et c'est ça qui est intéressant dans une vie, c'est de ne pas se limiter à une seule fonction. On a, certes, vous venez d'évoquer un certain nombre de rôles au sein de ma vie professionnelle, mais j'en ai aussi dans ma vie personnelle. Je ne me limite pas non plus. Je les ai pas cités pour pas me faire je ne me limite pas non plus dans ma vie personnelle à un seul rôle. Ouais, ce qui est intéressant dans la vie, c'est de vivre des choses différentes, qui se complètent, qui se nourrissent mutuellement, qui font de vous quelqu'un de plus intéressant, de meilleur, de plus riche. Voilà, donc toutes ces expériences-là vous épaississent et je pense vous forgent. Voilà. Trop bien. Et donc, très clair sur le côté managing partner. Alors, on peut peut-être quand même se refaire un peu assez rapidement les prérogatives qui sont les plus importantes. Est-ce que finalement c'est le BD? Est-ce que c'est quand même l'organisation en interne J'ai l'impression que plus un cabinet est grand, plus finalement c'est les cerveaux qui le composent qui comptent, et que finalement le managing partner d'un très grand cabinet va avoir tendance à se concentrer sur la qualité de vie au travail et au fait que les gens aient les ressources nécessaires pour être au top côté justement développement, etc. Et qu'un cabinet de taille plus petite aura tendance à pousser ce côté un peu BD, rechercher les gros projets avant d'aller se concentrer, même si ça va venir au bout d'un moment, sur le fait de recruter les meilleurs. Qu'est-ce que vous avez expérimenté en termes d'importance? Est-ce que tout était important? Tout est important. Non, mais franchement, on ne peut pas du tout se reposer sur un plan ou sur un autre. On ne peut pas dire « Ah, je ne regarde plus le marché, je ne recrute plus en ce moment parce que je n'ai pas le temps, il faut que je m'occupe des clients. » Parce que si j'ai pas les bonnes ressources, je m'occuperai pas bien de mes clients. On peut pas dire ah non mais je vais pas développer de nouveaux clients parce que ça me suffit, je vais me reconcentrer sur mes recrutements. Bah non, parce que mes recrutements ils me serviront à rien si j'ai pas développé suffisamment de clients. On peut pas dire je m'intéresse pas au bien-être de mes équipes une fois que je les ai recrutées parce que bon bah là j'ai pas le temps, on verra plus tard. Non, parce que le bien-être c'est permanent. Il suffit d'un grain de sable pour que ça dysfonctionne. Donc non, c'est tout le temps. Tout le temps. Ce qui est à la fois, ce qui est génial parce que ça s'arrête jamais, et ce qui est à la fois hyper flippant parce que même moi qui recrute pas mal en me disant ah ça y est je vais pouvoir être tranquille, maintenant il y a le stress d'aller chercher les clients, mais ce qui est la réalité des choses en fait, on doit jamais s'arrêter et que ce soit un solo tranquille dans son petit cabinet qui dit bah en fait moi ça me va pas, je veux changer, donc il faut être toujours dans cette dynamique. Et comment du coup on arrive parce que de tout ça il faut quand même encore reprendre du recul. C'est limite, il y a prendre du recul sur le cabinet, mais après reprendre du recul sur le travail réalisé au global. Est-ce que vous arrivez vite à mettre des porteurs de projets sur chacun des sujets et ils font remonter de la donnée et vous, derrière, vous la réanalysez avec eux et on fait des bilans? Comment ça se Alors c'est vrai qu'on a des ressources au cabinet qui sont très fortes et très intéressantes, donc en effet on est très bien soutenu et ça nous permet aussi, c'est vrai, de temps en temps de s'arrêter, de prendre du recul, bien sûr. Il faut savoir faire ça. Mais oui, non, mais je vais vous spoiler un peu l'histoire, mais vous serez jamais tranquille. Ouais. Si c'était ça le projet, ça n'arrivera pas. Ça. Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est pour ça c'est comme vous dites, ça rend les choses plus intéressantes, c'est plus riche, c'est génial. Enfin, moi, je vis ça pour ça. Trop bien. Et alors, pour parler plutôt de Reed Smith en règle générale, quelles sont un peu les ambitions du cabinet aujourd'hui avec l'IA, avec le côté marque employeur qui est important? Alors j'ai l'impression que là aujourd'hui la tendance s'est inversée et il y a moins d'offres par rapport au nombre de collaborateurs et les collaborateurs galèrent un petit peu plus à trouver un cabinet.
qu'est-ce que vous cherchez à développer aujourd'hui chez Reed Smith aujourd'hui, dans sa globalité? Est-ce qu'il y a quand même un champ d'action qui est assez important? On a parlé un peu d'IA en off juste avant. Et voilà. Alors, quelques éléments de réflexion pour répondre à votre question. Le premier, c'est que nous, notre cabinet est, comme je vous le disais, full service, mais aussi intervient sur tous les secteurs d'activité. Cependant, nous avons 5 secteurs clés. Et dans ces 5 secteurs clés-là, on a toutes les compétences du full service qui sont dédiées au secteur. Les 5 secteurs sont Entertainment and Media, Life Sciences, International Transportation, Financial Industry Group et Energy and Natural Resources. Et donc, au sein de ces secteurs, on a aussi ensuite, ou à travers plutôt, donc cross-secteur et cross-compétences juridiques, on a aussi créé des sous-groupes selon les besoins du moment. Et donc, par exemple, vous parliez de l'IA, c'est très intéressant parce qu'on a créé un groupe qui s'appelle Emerging Technologies, mais qui n'est pas un groupe administratif défini, en fait, qui est typiquement, ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'esprit d'initiative. Et donc, un certain nombre d'entre nous, à travers le monde, a souhaité se dédier à ce sujet qui infuse tous les secteurs. Et donc, nous avons, selon nos compétences, nos connaissances du droit, nos connaissances des secteurs, décidé de nous pencher plus spécifiquement sur la question de l'IA, et ce qui nous amène à avoir une offre complète sur toutes les problématiques du droit dans beaucoup de secteurs d'activité en IA. Ok. Donc, par exemple, la sécurité des données d'une certaine type de boîte qui utiliserait l'IA, vous avez dans votre volet IP-IT quelqu'un qui serait capable de répondre aux questions, par exemple. Par exemple, la sécurité des données, par exemple, la façon dont l'IA intervient dans les pratiques des entreprises sur le marché, par exemple, la façon dont les entreprises qui ont comme technologie de cœur d'activité l'IA peuvent les utiliser au service des autres services qu'ils proposent. Donc tous ces sujets qui sont des sujets réglementaires, de droit de la concurrence, de droit des données personnelles, toute la palette des problématiques qui peuvent se poser en IA, oui, en effet. Ok, trop bien. Et côté justement marque employeur, c'est important de le... Je ne sais pas si vous partagez ma vision sur la multiplication des bons cerveaux fait un beau cabinet, mais comment vous allez arriver à attirer des talents aujourd'hui? Est-ce que d'ailleurs aujourd'hui c'est compliqué quand même de recruter et que c'est difficile de trouver des talents, ou justement ils arrivent, vous avez plus du mal plutôt à trier et aller chercher les pépites? Comment ça se passe aujourd'hui chez Reed Smith, et comment vous arrivez, qu'est-ce que finalement vous proposez pour pousser les personnes à venir chez vous, ou du moins à rester, ce qui je pense est encore plus important que d'attirer? Alors je crois qu'on a la chance en effet d'être très sollicité par les avocats qui cherchent une collaboration, qui peut être liée à différentes choses. La première, je pense que les gens savent très bien, parce que les jeunes avocats sont extrêmement bien renseignés aujourd'hui, savent très bien comment nous les traitons, savent que quand ils viennent chez nous, on va s'assurer de leur bien-être dans la globalité, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on va s'assurer de déployer chez eux toutes les qualités d'un avocat, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont juste être des exécutants du droit, mais qu'ils vont être des personnes qui vont réfléchir, des personnes qui vont devoir savoir faire face à un client, faire face à une juridiction, faire face à une autorité, qui vont aussi devoir savoir rédiger des articles, préparer des conférences, parler à des conférences, s'exposer. Donc voilà, donc être pleinement avocat sous tous ces aspects. Vous les poussez à développer en parallèle? Absolument, tout à fait. Sur vraiment toute la palette de ce que doit être un avocat. Et par ailleurs, un certain nombre d'entre nous, dont je fais partie, enseignent à l'université. Moi, j'enseigne dans un certain nombre de masters en France, aux États-Unis, en Angleterre, aux Émirats Arabes Unis. Et donc, on a aussi des liens très proches avec les étudiants de ce point de vue-là. Et par ailleurs, j'ai tout à fait à cœur de développer des partenariats avec les universités. Donc, on a un certain nombre de partenariats, et donc on voit régulièrement les étudiants pour les mentorer,
pour les suivre, pour les aider à se développer dans leurs études, mais aussi ensuite dans leur recherche d'emploi. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on on est très très proche des jeunes avocats qui pénètrent le marché. Trop bien. Donc c'est un peu d'être sur le terrain et justement essayer d'attirer ou de détecter des personnes qui auraient une appétence particulière pour le cabinet, et aussi, je pense, du talent. Et côté justement recrutement avec et de l'IA, si on lie un peu les deux, est-ce que vous avez réussi à développer énormément la productivité du cabinet? Est-ce que ça a été vraiment un grand changement, ou finalement le fait que les dossiers soient à l'international, parfois très complexes, fait qu'en fait l'IA répondait assez peu aux problématiques qui étaient posées, ou au final justement ils ont réussi, grâce à la gestion de la donnée, à toujours donner des réponses vachement pertinentes? Est-ce que vous avez vu une vraie différence depuis 2 ans? Et est-ce que de fait vous formez au maximum les personnes en interne, et vous réduisez aussi, vous prenez peut-être plus de recul sur le recrutement à venir en disant ok, peut-être qu'on a d'autres types de postes, ressources à aller chercher autour de ces problématiques-là? Comment vous avez réussi à, même si c'est très récent, et j'imagine que vous commencez à mettre en place des actions, même s'il y a des actions qui sont déjà mises en place, mais assez récentes, qu'est-ce que vous avez prévu sur ce sujet-là? Alors, différentes choses. Nous, on a une branche du cabinet qui est dédiée aux questions d'innovation, de technologie et donc d'IA générative notamment. On a une équipe qui est spécifiquement, donc cette branche-là, nous déploie des outils qui sont mis à disposition de nos clients. On a par ailleurs une équipe spécifique. C'est dédié aux clients, c'est-à-dire vous avez... dédié aux clients, c'est-à-dire nos ils clients peuvent utiliser ils peuvent utiliser un service dédié avec vos connaissances à l'intérieur. Exactement. Ah, génial. Ensuite, on a une équipe par ailleurs distincte qui est dédiée au développement de l'IA pour les besoins de nos avocats. Ça, c'est donc un volet différent, que ce soit sur le plan de la recherche ou sur le plan de l'assistanat. Donc évidemment, la réflexion sur comment on utilise ces outils d'IA générative pour améliorer le service rendu à nos clients, pour aller plus vite dans nos tâches. Eh bien, oui, ça nous permet d'aller plus vite sur certains sujets. Ça n'a pas révolutionné, à ce stade en tout cas, je pense, notre pratique du droit, parce que les attentes que nos clients ont de nous sont sur des sujets à très haute valeur ajoutée qu'on ne peut évidemment pas déléguer à un quelconque outil. Comme je vous le disais, la recherche du droit sur le fond, nos clients, ils ont tout à fait accès aux outils. Ils viennent nous voir pour autre chose. Et donc, oui, on peut utiliser en effet des outils pour faire de la traduction plus rapide, pour synthétiser des documents plutôt que de faire ça par des stagiaires. Mais à côté de ça, ça veut dire qu'on passe encore plus de temps à la réflexion, innovante, à la création du droit. Voilà. Trop bien. Et donc, vous mettez à dispo ça, je trouve ça génial. Est-ce que, par exemple, quand un de vos clients utilise, par exemple, je sais pas moi, un outil d'IA générative avec de la donnée juridique à l'intérieur, vous êtes prévenu, par exemple, tiens, il arrive un peu au bout de son truc et il a besoin de conseils plus en profondeur sur les sujets, ou ils gèrent leur truc de leur côté et de temps en temps, ils vous recontactent parce que d'eux-mêmes, ils sont bloqués. Est-ce que vous avez réussi à créer une espèce de liaison entre ces deux? Non, quand on offre un service à nos clients de ce type-là, en fait, on a des personnes dédiées qui sont mises au service aussi du client pour déployer l'outil. Donc, on les accompagne pleinement dans cette expérience. Ok, trop bien. C'est une bonne... Enfin, je savais pas que certains faisaient ça, et je trouve que c'est assez smart. Ça permet... alors, j'imagine un jour, vous aurez une vraie connexion entre les deux, et peut-être que ça vous permettra de découvrir de nouvelles opportunités avec vos clients, mais je pensais pas que vous mettiez à dispo, c'est pas mal. Et je pense que des plus petits cabinets pourraient très bien le faire s'ils avaient un outil sécurisé, parce que derrière, c'est aussi ça qui compte. Et est-ce que... alors, vous avez intégré l'IA aussi au sein du cabinet. Est-ce que vous avez réussi à... Parce qu'il y a 150 années d'histoire, comme on l'a dit au début, est-ce que vous avez réussi un peu à capitaliser sur cette donnée depuis ces 2 années, en disant, ça y est, maintenant, on peut aller fouiller là-dedans et en ressortir des choses qui sont intéressantes? Alors, j'imagine que les arrêts d'il y a 80 ans, ils sont pas forcément très utiles, mais est-ce que vous arrivez maintenant à aller un peu fouiller dans toute le cerveau, le travail du cabinet qui a été réalisé pendant des années, et en sortir des choses, ce qui n'était peut-être pas possible avant?
C'est un bon point, c'est une bonne question que vous posiez. Est-ce que, à travers les outils dont on dispose aujourd'hui, on crée des espèces de... C'est très très dur en droit de faire ça parce que, en fait, la difficulté, même du conseil que j'ai donné hier, c'est que demain, il est peut-être plus à jour. Donc, on se repose assez peu sur des conseils déjà donnés. Ce qu'on en retire, c'est l'expérience. Mais je ne crois pas qu'on ait fait cet exercice d'aller rechercher, par exemple, sur un sujet donné, ce qu'on a pu faire dans tous les autres dossiers depuis 150 ans. Je ne suis pas sûre qu'on ait fait cet exercice-là, mais c'est assez intéressant. Je pense que c'est un enjeu pour Bien sûr. plein de câbles d'aller en fait enfin pouvoir utiliser, mais je parle même si c'est anonymisé, d'échanges de mails sur des sujets, mais ça peut être très deep. Mais je sais que des fois, vous êtes tellement sur des sujets qui sont compliqués, surtout s'il y a plein de droit international qui rentrent en jeu. Donc bon, ça viendra sans doute, mais ça m'intéressait de savoir ça. Super. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Natacha, sur la suite? Alors, combien de temps, là, on n'a même pas dit, mais combien de temps encore Managing Partner? Il y a une date prédéfinie, non? Je ne sais pas. Il n'y a pas de durée de mandat. Évidemment pas ad vitam aeternam. Ouais. Mais je ne sais pas. Moi, j'ai toujours plein d'idées, plein d'envies. Donc pour l'instant, je les suis. Et de façon générale, j'ai jamais tellement planifié mes projets de vie. Okay. Je suis plutôt quelqu'un qui embrasse les opportunités quand elles se présentent. Et donc, qu'est-ce qu'on me souhaite? De l'enthousiasme toujours renouvelé, des nouveaux projets. On en a à foison, mais voilà, que ça continue. Et puis que le soleil brille toujours pour tout le monde. Bon, là, on a 2 belles semaines là, normalement. Mais l'idée, c'est que ça pousse. Merci Natacha. Je suis très content d'avoir fait ce podcast. Et puis, je sais pas si vous avez... Alors, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire parce que j'essaie de justement faire un non-sujet, de fait d'être femme associée, managing partner d'un grand cabinet. Mais je trouve que c'est important aussi d'inspirer. Est-ce que vous avez un message pour... des collaboratrices de cabinet qui se disent moi je suis pas capable, qui ont vécu des expériences qui n'étaient pas faciles, est-ce que c'est quelque chose que vous c'est un non-sujet pour vous, ou justement vous essayez aussi de pousser un espèce d'empowerment sur le fait d'être justement d'avoir construit une magnifique carrière alors même que vous êtes peut-être, alors je sais pas, on n'a pas parlé de ça, mais peut-être maman ou simplement une femme, et que c'est pas toujours facile pour tout le monde sur ce volet-là. Oui, alors moi j'ai envie de dire que il faut absolument d'abord avoir des étoiles dans les yeux au quotidien en voyant ce qu'on fait. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a l'extrême chance, le privilège d'exercer un métier qu'on a choisi. Il n'y a que très peu de gens qui peuvent dire ça. Ensuite, on est avocat, c'est le pilier de toute démocratie. C'est un métier qui inspire les cinéastes, les écrivains. Donc, c'est un métier de vocation. C'est un métier qui est reconnu à travers le monde, qui permet de rayonner et de faire 1 million de choses. On peut l'exercer en tant que profession. On peut ensuite l'utiliser pour tout à fait autre chose. On gardera toujours en nous ce super pouvoir qui est qu'on comprend les règles de fonctionnement d'une société. Et rares sont les personnes qui peuvent avoir ce super pouvoir. Et donc pouvoir avoir ça, ça fait que ça donne des présidents, ça donne des dirigeants d'entreprise, ça donne des fonctions extraordinaires. Au quotidien, on a la chance, nous, de l'exercer dans un pays libre. On a la chance de l'exercer dans des conditions extrêmement privilégiées. Et donc, j'ai envie de dire, déjà, soyons conscients de ça, et donc apprécions-le. Ça fait déjà une bonne partie du projet. Et quand on a commencé à l'apprécier, on comprend mieux pourquoi on est en train de le faire. Et donc, on se dédie pleinement à nos tâches. Et évidemment, parfois c'est dur, mais parce que c'est aussi un honneur que nos clients nous font de nous confier leurs intérêts. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher que vos intérêts ? Et nous, on nous fait l'honneur de nous les confier à nous. Et nos clients nous disent, écoutez,
je pense que vous serez mieux placé que moi-même pour défendre mes intérêts. Donc, je ne peux pas avoir de plus grand honneur. Donc avoir ce miracle-là entre les mains, c'est formidable. Et ensuite, en tant que femme, ne pas se poser de barrières. Mais j'ai envie de dire, en tant que personne en général, ne pas se poser de barrières, ne pas s'autocensurer. Vous parlez des femmes, mais il y a aussi toutes les personnes qui peuvent s'autocensurer parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas légitimes, parce qu'elles pensent qu'elles ne viennent pas du bon milieu social, parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas les codes. Et toutes ces personnes-là, j'ai envie de leur dire, mais personne n'a le droit de vous dire où vous allez. Vous irez exactement là où vous avez envie d'aller. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la détermination. Mais sans faille, tout ce dont vous avez besoin, c'est de cette détermination-là. Vous y ajoutez l'enthousiasme et vous serez absolument irrésistible. Et donc, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est soyez irrésistible. Quand on a envie et qu'on pousse et qu'on va de l'avant en permanence, c'est impossible au bout d'un moment de vous dire non. Oui, certains vous disent non sur le trajet, mais ça c'est la vie. Comme tous les grands sportifs, parfois tombent. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le grand sportif qu'on connaît et celui qui s'est arrêté en chemin? C'est celui qui s'est pas relevé. Donc oui, parfois on rencontrera des personnes moins intéressantes, moins intéressées. C'est pas grave. Elles traverseront notre vie, on apprendra quelque chose. Toujours de ces expériences-là. On en sortira enrichi. Mais on continue, parce que comme je vous le disais pour nos clients, personne ne nous dit quand on s'arrête. C'est nous qui décidons quand on est arrivé. Et donc c'est un très beau trajet, qui ne s'arrête pas d'ailleurs, parce que dans la vie d'un avocat, on passe notre temps à apprendre, à créer. Et donc moi j'ai envie de dire, cette expérience, elle est extraordinaire. Vivez-la. Et au pire, qu'est-ce qui peut se passer? On s'arrête, eh bien c'est pas grave, on fait autre chose. Et on sera nourri de cette expérience-là. Donc, soyez irrésistibles. Magnifique. Merci Natacha. Merci à vous.